bonjour à tous. Donc, mon nom est Johanna Villeneuve-Chassé, c'est noté. Donc, je suis entomologiste spécialiste des insectes auxiliaires et j'ai créé mon propre laboratoire qui s'appelle Flore Insectes il y a 18 ans maintenant, à la suite de mon doctorat réalisé à l'Agrocampus Ouest d'Angers, donc sur un des auxiliaires qu'on va voir. Alors, l'objectif justement de mon laboratoire, c'est essayer de connaître mieux la bioécologie des auxiliaires, donc ces insectes utiles surtout pour la protection des cultures, pour essayer de les favoriser dans les exploitations agricoles pour qu'ils puissent réguler les populations de bioagresseurs. Donc voilà, c'était la présentation de mon labo. Donc les auxiliaires, ils font partie de ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle. Donc la biodiversité fonctionnelle, on en a parlé vraiment beaucoup ce matin, que ce soit Marc-André ou même David qui en ont parlé. Donc c'est la biodiversité qui a un impact positif sur le développement durable sur les plans écologiques, économiques et sociaux des exploitations, des filières et des territoires. En gros, en fait, il va s'agir de mettre à l'échelle des parcelles agricoles, de mettre en place des aménagements agroécologiques. Donc, on peut tout imaginer, des bancs de fleuris, des spots fleuris. Enfin, les agriculteurs, ils ont beaucoup d'imagination pour ça, pour installer ainsi des zones de régulation écologique. À l'échelle du territoire, là, il va s'agir de la biodiversité, va se traduire en termes de diversité de paysages. Donc là, les agriculteurs ne peuvent pas travailler tout seuls, donc ils travaillent avec des collectivités, des syndicats de bassins versants, par exemple, des fédés de chasse, après différentes associations également, pour pouvoir recréer, entre guillemets, un paysage, même si des fois, il faut s'inscrire sur un paysage existant dans un territoire donné. Alors, je vais vous poser une question. Quand une plante pousse, là, vous avez semé une graine, une plante qui pousse, quels sont les premiers organismes à arriver sur la partie aérienne? Évidemment, vous avez dû entendre ce matin avec Marc-André, vous avez dû comprendre qu'il y a déjà de la vie normalement dans le sol. Bon, j'ai fait exprès de mettre un peu de labour pour un petit peu dire, bon, il n'y en a pas tant que ça. Mais déjà, en partie aérienne. Quels sont les premiers organismes, en gros, qui peuvent venir sur une plante que vous avez semée, par exemple? N'importe quoi, un colza, un tournesol ou autre. Donc il y en a plusieurs. Vous les connaissez, ceux-là? Pucerons, voilà. Alors c'est typique. Il y en a d'autres qu'on a entendu aussi un petit peu ce matin. Alors ils sont plus au niveau du sol aussi, mais ouais, il y a les limaces. Alors là, oui, là, les limaces, ils sont un petit peu aux deux. Et puis, on a parlé aussi des taupins. Donc, ils font partie de ce qu'on appelle les phytophages, donc les consommateurs de plantes. Donc, y en a qui vont manger les racines, donc ils peuvent manger différents types de racines. Donc, ça va être les taupins, mais il y a les hannetons aussi. Et puis, bien sûr, les limaces que vous avez citées. Et puis, il y en a d'autres un petit peu plus spécifiques à diverses plantes. Ce sont les noctuelles, par exemple, les tordeuses, les charançons, les chrysomèles, que font partie les alptises qu'on trouve sur colza. Ils peuvent être vraiment spécifiques aux plantes. Donc, en tout cas, les phytophages, et en tout cas les bioagresseurs la plupart du temps, eh bien, ils ont un cycle sur la plante vraiment de façon spécifique, comme par exemple la noctuelle du maïs qui va faire son cycle sur le maïs, qui va y trouver le couvert, tout ce qu'il faut pour manger, mais aussi le gîte. Parce que souvent, c'est très à l'abri, dans la feuille, dans la tige, n'importe où. Mais il y a un moment où ça passe dans le sol, le plus souvent. Donc on a, on va dire, que les agriculteurs, la plupart du temps, élèvent dans leurs parcelles les bioagresseurs, parce qu'ils ont le sol, et puis les plantes. Et puis là, le labour, pas forcément, fait pas toujours du mal à ces insectes-là. Alors, évidemment, je vous ai dit, il y a des phytophages, on a la liste, qui arrivent les premiers sur les plantes, et qu'est-ce qui arrive en deuxième? Les auxiliaires, donc, ce sont les prédateurs des phytophages. Donc cela, on va en parler. Mais ils ne peuvent venir que s'il y a à manger. Ils ne viendront pas sur la plante s'ils n'ont rien à becter. C'est là qu'on va travailler justement à mettre des plantes, peut-être d'autres plantes, qui hébergent des proies de substitution.
Donc ça, on va en parler, pour qu'on puisse les avoir à peu près toute l'année quand même sur la parcelle. Donc voilà, donc c'est les premiers à arriver sur la parcelle. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a une relation très étroite entre les plantes et les insectes. Les insectes ne peuvent pas vivre sans les plantes et les plantes ne peuvent pas vivre sans les insectes de manière générale. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 1 200 000 espèces d'insectes qui ont été identifiées, décrites. On en estime 10 fois plus. Voilà, il y a énormément d'insectes, donc on peut pas, quand on est entomologiste, on ne peut pas savoir tout identifier. Mais voilà, vous avez un ordre d'idée. On a à peu près identifié 60 000 espèces chez les vertébrés. Les vertébrés, c'est quoi? Les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons. Et les insectes, c'est 1 200 000. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que je ne l'ai pas noté là, mais c'est moins de 1% des espèces d'insectes sont considérées comme nuisibles. Donc tout le reste a une fonctionnalité utile. Alors, ça peut être différentes sortes, mais on va le voir. Donc, on va voir un petit peu. Il y a la pollinisation. Donc, je vais un petit peu en parler pour vous montrer le rôle très étroit entre les plantes et les insectes, en passant justement par ce service utile de la biodiversité. Bien sûr, on va parler vraiment de prédation et de parasitisme, mais il ne faut pas oublier, et ça on l'a vu ce matin, évidemment, c'est tous les décomposeurs qui peuvent être très nombreux chez les insectes aussi. Souvent, quand on va dans une parcelle agricole, alors ça dépend comment c'est géré ou quoi, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est des détritivores qu'on voit voler. Mais en tout cas, ils font partie évidemment de la vie du sol et sont essentiels à la santé du système racinaire. Donc, vous l'avez vu ce même matin. Donc, il y a ce lien. Juste un truc pour vous dire qu'il y a une relation très étroite entre les plantes et les insectes. Les plantes, si elles font des fleurs de couleurs variées, avec des parfums variés, des formes variées également, et les parfums, ce que j'ai oublié de dire, c'est à des heures différentes de la journée ou de la nuit. C'est pas pour nous faire plaisir, hein. C'est pour attirer leurs insectes pollinisateurs, qui peuvent être très variés avec des formes très variées. Donc on va voir justement les pollinisateurs. Donc on sait que 80% des espèces végétales dépendent des pollinisateurs pour assurer leur survie. Donc on a estimé à peu près à 200 milliards d'euros le prix du service rendu à l'agriculture mondiale par les pollinisateurs sur une année. Donc là, ce tableau montre les différents pollinisateurs qu'on peut trouver dans le monde. Bon, ce que vous voyez, c'est plutôt les coléoptères dans le monde. Mais nous, en France, en Europe occidentale, ce sont les abeilles. Et savez-vous combien il y a d'espèces d'abeilles en France ? 200, moi c'est un peu plus quand même. Ouais, c'est pas loin de 800. Après, les chiffres peuvent varier parce que ça dépend en plus des régions dans lesquelles on se trouve. Mais on est à peu près à 1000 espèces d'abeilles en France. Donc il y a des abeilles à langue courte, des abeilles à langue intermédiaire, des abeilles à langue longue. Et vous voyez, il y a différentes familles à chaque fois et il y a différentes espèces à chaque fois. Et donc, en fonction de la longueur de leur langue, et en fonction aussi de leur taille, parce qu'il y en a qui sont toutes petites, qui font que quelques millimètres, et d'autres qui sont beaucoup plus grosses, comme par exemple dans les plus grosses, on a l'abeille charpentière, l'abeille violette là. Eh bien, évidemment, elles ne vont pas polliniser les mêmes plantes. Voilà. Donc c'est pour ça, on en a parlé un petit peu ce matin, il y a des plantes qui ont du mal à être pollinisées, notamment juste par l'abeille à miel. Alors l'abeille à miel, l'abeille domestique Apis mellifera, fait partie de la famille des apidés. Et donc c'est une espèce parmi les 1000. Voilà. Et ben, elle ne peut pas savoir tout polliniser. Voilà, elle n'est pas adaptée à tout polliniser. Donc évidemment, quand elle sait le faire, on va utiliser. Des fois, on va mettre des ruches à côté des plantes qu'on va essayer de cultiver. Mais quand elle ne sait pas, on est dans la mouise maintenant. Voilà. Et ça, c'est le cas du cassis. Mais en France, vous avez aussi la luzerne porte-graine, le trèfle violet porte-graine, les carottes aussi porte-graine, par exemple. Donc ça, les multiplicateurs de semences savent très bien. Donc on a des problèmes de pollinisation. Alors juste une petite question, on va se dire carotte porte-graine quand même. Carotte, vous avez déjà vu ce qu'il y avait comme insecte sur les fleurs de carotte? Donc c'est une apiacée, c'est une belle ombelle blanche. Il y en a plein, oui, c'est exactement ça, il y en a plein. Bon, alors plein, c'est quoi exactement?
C'est ça. On va trouver des mouches, donc notamment des cirfes, mais d'autres mouches aussi. Donc, il y a des problèmes de pollinisation de carottes porte-graines dans la Beauce. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de mouches. Bon, c'est vrai, ils n'ont plus d'élevage. Bon, ok. Sinon, il y a des abeilles à langue courte, effectivement. Donc là, qui vont être adaptées à polliniser. Et puis, on va trouver aussi des coléoptères. Des coléoptères très allongés, par exemple, dessus. Et puis d'autres aussi, puisque vous allez voir la carotte. Moi, je l'aime bien. Enfin, les auxiliaires aiment beaucoup les carottes. Et donc en fait, pour vous donner un ordre d'idée, les abeilles à langue courte, les andrènes, par exemple, qui vont polliniser les carottes porte-graines, la luzerne aussi, qui peuvent rentrer, même le cassis, eh bien, elles font partie des 70% qui nidifient dans le sol. On en parlait un peu ce matin. Et donc effectivement, c'est à la surface du sol. Donc si on griffe trop ou quoi, effectivement, on va atteindre les populations d'abeilles sauvages. Alors c'est 70% qui nidifient dans le sol, il y en a 30% qui vont dans les tiges creuses, dans les murs, etc. Plutôt en hauteur, là où il y a des trous, quoi. Les trous de fenêtre aussi, à défaut. Voilà. Et puis un autre truc aussi qu'il faut savoir, donc ça c'est le gîte, hein. Un truc qu'il faut savoir, c'est que les abeilles sauvages, les abeilles solitaires, parce qu'elles sont la plupart solitaires, elles ne volent presque que 100 mètres autour du gîte. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elles trouvent leurs fleurs dans les 100 mètres autour de leur gîte. Donc s'il y a des perturbations dans l'environnement, si par exemple elles perdent leurs fleurs, elles risquent de ne pas pouvoir se reproduire. Et puis donc on risque de perdre une population, et puis si on perd la population, la fleur risque de perdre ses pollinisateurs. Enfin, en tout cas, on peut rentrer dans un cercle infernal, un engrenage qui peut être très négatif et qui pourrait expliquer justement la perte des insectes, de la biodiversité, mais en tout cas une forte diminution des insectes. Parce que le paysage s'est fortement simplifié et c'est un petit peu plus complexe que ça. En tout cas, beaucoup d'articles le disent, en tout cas avec les spécialistes des abeilles, que plus il y a de fleurs, plus il y a d'abeilles, et meilleure sera la pollinisation, contrairement à ce qu'on a pu dire à partir des années 70. Par exemple, quand les vergers étaient en fleurs, non, il faut couper toutes les fleurs qui sont dans les interrants, vous allez voir, vous aurez une meilleure pollinisation, un meilleur rendement. Oui, mais quand les vergers ne sont plus aux fleurs, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus rien à bouffer. Et donc, au fur et à mesure des années, il y a de moins en moins d'abeilles. Et donc, pourquoi il y a moins d'abeilles? Voilà. Et ça s'est fait petit à petit. Et il y a des articles scientifiques qui ont montré... Alors, c'est des articles scientifiques qui sont parus dans une revue qui s'appelle Science Advance. Donc, il y a eu 2 articles en novembre 2019 et en novembre 2020. C'est une centaine de co-auteurs issus de laboratoires du monde entier qui ont fait une compilation de big data et qui ont pu montrer que plus la biodiversité est importante, plus le rendement est important. Donc, ils ont pu montrer justement la corrélation. Donc, j'ai utilisé ce graphique-là, hein. Une corrélation importante entre la biodiversité et les différents services que peuvent apporter cette biodiversité. Donc les services de pollinisation, donc on l'a vu, donc vous comprenez qu'il peut être très important, mais aussi le contrôle des bioagresseurs, la régulation de l'eau, le cycle des nutriments, la fertilité du sol, la captation du carbone, donc là on est plus sur les plantes et pareil sur la régulation du climat. Quoique, non, on a vu ce matin, les bactéries, les champignons aussi, il y a pas mal de choses. Donc voilà. Donc, on va voir justement les prédateurs. Voilà. Alors, je suis partie des prédateurs justement qu'on trouve dans le sol, puisque on a parlé du sol ce matin, donc qui sont très connus, que vous avez entendu déjà parler ce matin. Donc, ce sont les carapes qui peuvent être des gros coléoptères, en tout cas qui peuvent avoir de formes très variées et qui sont donc des prédateurs la plupart du temps. Donc, il y a des petits carapes, des moyens et des plus gros. Donc les plus petits, on peut les trouver sur les plantes, manger des petits arthropodes. Et puis les un peu plus gros, ils vont rester au niveau du sol, en tout cas au stade adulte, sur le sol. Donc par exemple celui-ci, Peuceus cupreus, qu'on trouve beaucoup en grande culture. On ne savait pas trop ce que ça faisait. Et puis j'ai quelques personnes... dans les betteraves notamment, betteraves sucrières, qu'on fait des tests en mettant en présence de Myzus persicae, le puceron vert du pêcher, là, qui transmet la jaunisse. Et dans la seconde, il s'est jeté dessus, il l'a mangé.
Donc voilà. Bon, il est opportuniste, mais voilà. Et celui-ci aussi, hein, on le trouve beaucoup en grande culture, hein, c'est un ébriard, et il peut être très vorace. Et puis les plus gros qui peuvent manger donc les limaces, comme par exemple le carabe violet. Alors, ça peut vivre de 1 à 4 ans au stade larvaire dans le sol, et donc ça va prédater dans le sol. Voilà, donc ça a déjà son utilité contre les larves de hanneton, les larves de topin, par exemple. Donc c'est pas toujours évident parce qu'on ne sait pas quelle espèce et tout, donc on n'a pas forcément toujours beaucoup de recul là-dessus. Mais ils sont les prédateurs qui vivent dans le sol. Ça, c'est sûr, au stade larvaire. Donc les plus gros, c'est 4 ans de vie larvaire dans le sol. Et donc, déjà, il y a très très longtemps, il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans à peu près, en Écosse, on mettait justement des bandes, ce qu'on appelle des beetle banks, pour pouvoir, où on ne touche pas au sol, pour pouvoir avoir des zones comme ça, pour pouvoir préserver justement les carabes, si on pratique le labour. Donc voilà, et c'était préconisé tous les 150 mètres, voire maximum 200 mètres. Et vous allez voir, on est toujours sur des chiffres un peu de 100 mètres, un rayon de 100 mètres autour d'infrastructures agroécologiques. Alors d'autres coléoptères intéressants, bon, c'est la même bioécologie que les carapes, c'est les staphylins. Donc ça, vous avez dû voir aussi, c'est des, enfin, ça dépend si vous sortez le soir. Voilà. Parce que c'est comme les carapes, ça sort plutôt la nuit. Donc si vous sortez le soir, la nuit même, vous pouvez voir les gros staphylins aussi puceolins qui mangent aussi les limaces. Et puis après, on va rentrer sur vraiment les auxiliaires, vraiment de la partie aérienne. Et là, je ne commence pas par le plus facile, ce sont les parasitoïdes. Donc il y a un agriculteur qui en a parlé, c'est François, qui a parlé des parasitoïdes, il faisait tout pour conserver les parasitoïdes. Enfin, il parlait de micro-hyménoptères, mais c'est ça. C'est ça, ça peut être super utile, et notamment en colza. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est, alors déjà la définition. Bon, qu'est-ce qu'un parasitoïde? C'est contrairement aux parasites, il tue obligatoirement son hôte pour pouvoir faire son cycle. Par exemple, la puce, elle n'est pas obligée de tuer le chat pour faire son cycle. Et eux, ils sont obligés de tuer leur hôte. Donc il n'y a pas de parasitoïde du chat. Non, y a pas. Mais par contre, chaque espèce d'insecte, on pense ça, c'est la théorie, mais on le voit sur le terrain. Chaque espèce d'insecte a son ou ses parasitoïdes. Donc ça, c'est vraiment la recherche d'aujourd'hui, parce qu'on fait beaucoup de recherches, mais de demain aussi, pour savoir quels sont les ennemis naturels, et notamment les parasitoïdes, des bioagresseurs qu'on a, qui posent problème, ou ceux qui arrivent de pays, d'autres pays. Donc là, par exemple, cette chenille, une femelle a pondu plusieurs œufs sur la chenille. Au bout d'une journée d'incubation, les larves éclosent et mangent tout l'intérieur de la chenille. Donc là, la chenille, elle est obligée de mourir. Vous vous doutez. Et sur puceron. Alors ça, sur puceron, on connaît peut-être un peu mieux. Donc là, vous avez une femelle. Vous avez une femelle. Elle a son stock d'œufs, un ovipositeur. Donc c'est un peu ce que vous voyez, l'aiguillon chez les guêpes et les abeilles. Mais là, ça sert à pondre un œuf. Elle pond un œuf à l'intérieur du puceron. Au bout d'une journée d'incubation, la larve éclose et mange tout l'intérieur du puceron. Et là, le puceron, il se transforme, il se sclérifie, il se transforme en ce qu'on appelle une momie. Et en fait, là, c'est que des momies. Il y a des momies dorées, des momies noires, parce que ce n'est pas les mêmes parasitoïdes. Et là, si vous écrasez les momies, vous ne tuez pas le puceron, puisqu'il est déjà mort, mais le parasitoïde qui est encore à l'intérieur. Le cycle se fait en une semaine, en tout. L'adulte, ça va se transformer en adulte à l'intérieur. L'adulte va découper un petit trou et il va sortir. Voilà. Et puis après, ils vont se reproduire. Mais il faut savoir que les adultes, ils ont besoin de nectar, voire des fois, pour certaines espèces, même du pollen au stade adulte. Donc pour se reproduire, ça serait bien qu'ils aient un peu de nectar. Et même, il y a des études qui ont montré l'année dernière, justement, que par exemple, la moutarde qu'on utilise en interculture, ça booste les pontes de parasitoïdes des pucerons à la sortie de l'hiver. Donc, parce qu'elle va utiliser le nectar de pollen. Alors, je dis elle, parce que c'est la femelle. Voilà, elle a plus besoin de manger.
Alors justement, on travaille sur des plantes qui puissent héberger justement des proies de substitution, donc d'autres pucerons qui n'iraient pas forcément sur les cultures, pour pouvoir garder toujours son stock de parasitoïdes, mais aussi apporter de la nourriture pour les adultes. Donc par exemple, pour les adultes, on est plutôt sur donc, des plantes sources de nectar, alors pourquoi pas la luzerne. Donc, donc François avait parlé de la facélie que je n'ai pas mis, mais la facélie, ça marche aussi. La luzerne, la vesse, la sarrasin, fenouil, carotte, voilà la carotte. Et puis voilà. Après, il y a des plantes aussi qu'on peut utiliser en tant que plantes relais parce que ça héberge des proies de substitution. Donc, par exemple, les pucerons qui sont sur l'ortie, c'est les pucerons de l'ortie. Ils n'iront jamais ailleurs. Donc là, vous êtes sûr, il n'y a pas de contamination. Pareil pour le noisetier, sureau, mais les fabacées, moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours du stock de pucerons. Mais il y a toujours des auxiliaires. Par exemple, dans la luzerne, vous avez toujours des auxiliaires. Même les coccinelles, à 7 points, elles passent l'hiver à l'intérieur. Donc voilà. Et puis surtout, ça passe l'hiver, les parasitoïdes, dans les momies de pucerons. Donc il faut avoir des pucerons à l'automne qui soient parasités et ils vont passer l'hiver dedans. Donc ça, on peut les trouver dans les fabacées, justement. Un autre auxiliaire, la demoiselle aux yeux d'or, chrysope. Alors, c'est un insecte vert avec les ailes repliées en toit au-dessus de l'animal, avec beaucoup de nervures, d'où l'ordre Névroptère, donc ptère, aile, névro, beaucoup de nervures. Alors, la demoiselle, l'adulte était très beau, élégant, gracieux. La larve, c'est plutôt un crocodile, avec des mandibules en forme de pince qui permettent de saisir la proie, d'injecter un venin, d'aspirer le contenu. Voilà. Et donc, si vous voyez un puceron tout desséché, c'est pas parce qu'il a eu chaud. C'est souvent qu'il y a un auxiliaire qui est passé, donc à aspirer le contenu. Et les larves de chrysope peuvent manger tous les petits arthropodes à corps mou qui se trouvent sur la plante. Donc ça peut être très varié, donc les alrodes, les pucerons, les jeunes stades de cochenille, les thrips, les acariens, les œufs d'insectes, c'est même élevé sur des œufs de papillons, des chenilles, des larves, enfin voilà, vous pouvez tout imaginer. Voilà, mais là, on l'a vu avec les parasitoïdes. Que mangent donc les adultes? Voilà, pollen et nectar. Donc le nectar, c'est le carburant des insectes. Ça leur permet justement de déplacer d'un endroit à un autre. Et le pollen apporte des protéines. Et donc, plus une femelle de chrysope va manger de protéines de pollen, plus elle va pondre des œufs. Et jusqu'à 40 œufs par jour. C'est un peu ce qu'on fait en élevage de masse. On va apporter plein de pollen. Nous, pourquoi pas faire ça en milieu agricole? On apporte des fleurs, et voilà, le tour est joué. Et puis, je vous dirai justement les chiffres. Mais on peut donc avoir une femelle qui peut pondre 40 œufs par jour, qui vont donner après des larves qui peuvent manger jusqu'à 30 pucerons par jour, des centaines d'acariens par jour, etc., etc. Donc, un peu une liste d'espèces de plantes. Donc, on retrouve la carotte. Voilà. Mais en fait, tout ce qui est apiacé. De toute façon, les apiacés, c'est le top. Alors là, dessus, vous avez tout. Parasitoïdes, coccinelles, on va voir après les chrysopes. Et puis voilà, vous avez tout un exemple de plantes. Voilà. Donc on peut avoir les astéracées, des polygonacées aussi, pourquoi pas, mais en fait, toutes les plantes, la facélie, on retrouve, voilà, toutes les plantes qui peuvent avoir, où le pollen est quand même des fois accessible. Alors après, il existe plein d'autres auxiliaires, je ne vais pas forcément tous les présenter, mais enfin, il y en a beaucoup, mais les punaises prédatrices. Donc il y a plein de formes, plein de familles, plein d'espèces différentes. En tout cas, les plus connues, parce qu'elles sont élevées et commercialisées, ce sont les Orius qu'on trouve en grande culture sans problème. Sans problème, à partir du moment qu'il faut évidemment de la végétation quand même pour pouvoir les héberger, leur apporter un peu de nourriture, de proies de substitution ou de pollen, puisqu'ils peuvent en manger aussi en alimentation mixte. Donc on retrouve la facélie, il y a aussi le bleuet, la luzerne, les soucis. Ça c'est connu, les maraîchers utilisent beaucoup les soucis justement pour garder les punaises prédatrices. Et puis les orties, on les retrouve. Voilà. C'est des exemples. Un autre auxiliaire que vous connaissez, ce sont les cirfes. Alors les cirfes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une mouche, c'est un diptère, qui a un vol stationnaire. Et en fait, ça a une larve, un asticot, donc on est bien chez les mouches, qui est toujours parmi les pucerons. Et ça va manger jusqu'à 30 pucerons par jour. Donc là, on voit un œuf, ça ressemble à un grain de riz basmati, mais toujours parmi les pucerons, puisque les larves
consomment que des pucerons. Et c'est pareil, les adultes ont besoin de pollen et de nectar pour pouvoir se reproduire. Donc les femelles ont besoin des protéines de pollen pour pouvoir se reproduire. Donc on retrouve à peu près justement les mêmes plantes. J'ai fait exprès, hein. Il y a des plantes qu'on retrouve parce qu'on va en retrouver pour différents groupes. On ne se retrouve pas avec une liste incroyable, mais en tout cas ça se recoupe bien. D'autres auxiliaires, ça vous connaissez, hein. Donc les coccinelles, bien sûr. Alors le nombre de points ne veut pas dire l'âge. C'est plutôt le nom de l'espèce. Donc la coccinelle a 7 points, la coccinelle a 14 points carrés, hein, ça fait un damier. Coccinelle à damier aussi. Coccinelle des friches, parce qu'en fait elle a 7 points en forme de poire, mais c'était déjà donné le nom. Donc ça, voilà, ça consomme que des pucerons. Alors, des fois un peu de pollen, justement, aussi, hein, il y a du pollen qui a été retrouvé. Et puis là, ces petites coccinelles que vous connaissez, 7 points et 22 points, qui sont les petites coccinelles jaunes, là, par contre, ça sont mycophages. C'est pour la culture générale. Voilà. Donc, ça mange de la rouille, de l'oïdium, mais c'est pas encore... ça n'a pas été prouvé que ça pouvait contrôler les populations de champignons. En tout cas, voilà encore des plantes super pour les coccinelles, alors surtout coccinelles à 7 points. Alors c'est végétation dense, hein, pas sèche, dense en tout cas. Donc on retrouve la févrole, on l'a vu dans du colza associé chez François par exemple, la luzerne, la vesse, la moutarde, la tanésie aussi, c'est une plante qui peut les favoriser. Et puis après tout ce qui est en bordure, avec les noisetiers par exemple. Donc en fait on peut avoir beaucoup d'ennemis naturels comme ça, hein, de différents bioagresseurs. Donc souvent, quand on va travailler avec des agriculteurs, on liste les bioagresseurs qui posent problème, et quels sont les ennemis naturels? Et qu'est-ce qu'ils ont besoin pour pouvoir être présents sur place et surtout les multiplier? Donc en fait, en gros, c'est à peu près le travail. Et donc, vous avez compris, pour pouvoir les multiplier, il faut le gîte et le couvert. Ce que je disais très bien, David, ce midi. Donc, le gîte et le couvert, pourquoi les habitats, c'est des sites d'alimentation, de reproduction, de refuge, de repos, d'hivernage. Et tout ça peut se faire à l'échelle de l'exploitation. Et puis, à l'échelle du territoire, là, c'est plutôt les corridors. Donc, c'est pas parce qu'on est bio qu'on est forcément plus riche en biodiversité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est le gîte et le couvert. Si moi, je vois une espèce sur place, je sais pourquoi elle est là. Elle n'est pas là par hasard. C'est parce qu'il y a ce qu'il faut pour elle. Et à l'inverse, si elle n'est pas là, il faut se demander pourquoi il manque quelque chose. Donc voilà. Et par exemple, là, c'est une parcelle de vigne. Moi, j'ai toujours le même protocole. Hein. Quand je fais mes suivis, 30 plants de vigne, j'observe sur 30 plants de vigne, sans coup de filet, tout ça. Là, je sais que ça va être très rapide. Il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, ici, je sais que je vais avoir du boulot. Là, j'aurai beaucoup plus de vie. Et là, je m'en fiche de savoir si c'est bio ou conventionnel. Moi, quand je vais sur une parcelle, je vois le paysage, je sais tout de suite si j'aurai de la vie ou pas. Voilà. Alors, en l'occurrence, celle-là était bio. Mais j'ai eu des cas inverses, où j'ai eu des parcelles conventionnelles qui étaient beaucoup plus riches en plantes, donc plus riches en auxiliaires, donc pas eu besoin d'insecticides, etc., alors qu'il y avait la parcelle bio qui était à côté, où ça a été complètement l'inverse, qui était désherbé. Il n'y avait pas une seule herbe entre les rangs. Voilà. Et donc, ça rejoint aussi des études scientifiques qui... voilà, vous avez un paysage simple. Bon, il n'y a rien. Bon, il y a une perturbation quelconque. Je ne sais pas, une moisson, un broyage, un insecticide. Il faut savoir qu'il y a des articles qui montrent que même un broyage peut tuer autant qu'un insecticide. Et donc, quand vous n'avez pas grand-chose, finalement, moi, quand je reviens un mois après... de toute façon, j'ai eu trois araignées qui se battaient en duel. Je ne vais pas voir grand-chose. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans un paysage beaucoup plus complexe? Effectivement, s'il y a une perturbation, n'importe quoi, je viens 2 jours après, effectivement, je vais le voir. Mais je reviens plusieurs jours après, quand je fais mes relevés 1 fois par mois. Je ne vais pas le voir, parce qu'il y a un retour à l'état initial, plus ou moins rapidement, évidemment, en fonction du paysage que vous avez autour. Alors, quelles essences? Alors, plutôt préférer, si on veut planter des haies, donc préférer des essences locales adaptées au sol et au climat. Donc, ça peut être très varié. Donc, il y a un outil, mais
qui marche plus ou moins bien en fonction des ordis, parce qu'il y a des protections, je ne sais pas quoi, qui a été fait par le réseau des chambres d'agriculture. Ah, je me trompe, pardon. C'est le même bout, c'est vert. Donc c'est Auxil E. Donc il vous demande quel type de culture vous êtes. Si vous êtes en grande culture, maraîchage, vigne, vous cliquez dessus. Après la flèche suivante, après il vous demande votre département. Et après, il vous demande si vous voulez accéder ou pas, enfin, il y a d'autres questions, mais à la liste des essences qui sont intéressantes pour les auxiliaires. Et vous avez toute une liste qui apparaît. Et vous avez la même chose aussi sur Auxil Herbe. Alors, Auxil Herbe, ça vous permet aussi de savoir qu'est-ce que vous avez comme plantes herbacées naturellement présentes dans votre département. Et, donc, et qui sont intéressantes, du coup, pour les auxiliaires. Ça peut vous donner aussi une image un peu plus positive des plantes, des fois, qui peuvent avoir, je sais pas, une image un peu négative. C'est possible. En tout cas, là, l'objectif, c'est aussi de planter une huée très diversifiée, hein, entre 10 et 15 essences. Ça, c'est sûr, l'INRA l'avait montré, entre 10 et 15 essences, et qui offre la plus large période de floraison, évidemment, pour qu'on ait les auxiliaires le plus longtemps possible. Alors, justement, on a parlé des haies, mais il y a aussi les bandes fleuries qui vont nous aider à maintenir justement ces populations, vous avez compris, qui vont être des plantes de service. Mais alors, évidemment, vous avez pu comprendre, pas n'importe lesquelles. Donc, par exemple, ici, alors c'était dans le sud-ouest, c'était un travail avec André Fougeroux, c'était dans mes premiers travaux. Et donc, ça, c'était des semis de Cosmos, c'est pavots californiens. Vous voyez, il n'y a rien. C'était très joli, mais sur le papier, enfin même à vue. Mais en fait, la jachère mellifère semée en Saint-Fouin fétuque trèfle était beaucoup plus riche que la jachère Cosmos. Donc, évidemment, on va éviter plutôt tout ce qui est plantes horticoles ou plantes exotiques, qui n'ont rien à voir avec, évidemment, les insectes. Je vous ai dit, les insectes auxiliaires étaient... où les insectes étaient très liés, une relation très étroite avec les plantes, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle plante. Alors on avait créé justement on a essayé de créer des mélanges avec la Chambre régionale d'agriculture et des semenciers, un mélange fleuri pour les auxiliaires, donc il en existe plusieurs qui ont été faits par des semenciers de fleurs sauvages, parce qu'on préfère les fleurs sauvages. Mais voilà, c'est un peu une liste de plantes. C'est les plantes qu'un peu, je vous ai citées, qui étaient bien pour tel ou tel auxiliaire. Donc, on fait un mix de tout ça. Et après, évidemment, ça, c'est pour des bandes fleuries. Mais après, vous allez voir, on fait différentes choses. Donc, ça, c'est un mélange de bandes fleuries sauvages de chez Non-Gesser-Semence, une 6e année. Donc, là, c'est dans la Somme, là. Donc un broyage une fois par an, parce qu'ils ne pouvaient faire que ça, le broyage, même si je préfère la fauche à l'exportation, mais on fait avec les outils qu'on a. Mais il s'avère quand même très intéressant. Voilà, il y a différents types de mélanges fleuris. Il y avait le Cédamix biodiversité, Cédamix oiseau, oiseau qui était fait justement pour les perdrix. Du coup, les résultats ont été... D'autres suivis aussi de mélanges fleuris sont récupérés. On travaille avec la Fédération nationale de la chasse pour essayer de conserver les populations de perdrix, parce que les perdreaux ont besoin des 3 premières semaines de leur vie d'insectes. Donc on voit très bien les mamans perdrix avec leurs petits aller dans les bandes fleuries. Et justement, en bordure de ces bandes fleuries, on voit les auxiliaires. Ils sont beaucoup plus nombreux en bordure de bandes fleuries que s'il n'y a rien. Mais surtout, on peut voir jusqu'à 100 mètres, on peut avoir encore énormément d'auxiliaires. Et là, c'est des exemples blés, mais rassure-moi, ça marche dans les betteraves aussi. Dans un champ de betteraves, c'est pareil. Oui. Non, oui. c'est important, c'est super important. Oui, on a fait il y a un mélange fleuri dans les betteraves, effectivement, en bordure de betterave. Alors, évidemment, en bordure de betterave, vous voyez, les parcelles, ça change. Donc, en fait, il faut anticiper avant sa betterave ou alors travailler sur l'ensemble de l'exploitation pour qu'on ait effectivement des bandes fleuries qui soient déjà prêtes au moment de la culture de betterave aussi. Parce que si vous semez au printemps, au moment de la betterave, c'est trop tard. Parce que les auxiliaires, ils sont là en amont. Là, c'est typiquement le cas.
c'est typiquement le cas. C'est-à-dire qu'ici, là, c'était un engraveur, tout simple, de la VS Févrole, mais les auxiliaires étaient très nombreux là. Et quand on a mis une culture après, un peu plus tardive, les auxiliaires, ils ont pondu, mais en quantité sur la parcelle de courge. Donc après, il n'y avait pas de souci, hein, pas de problème de pucerons. Mais en tout cas, c'est en amont. Là, c'est pareil. Là, c'est en fleurs le plus tôt possible dans les vergers, puisque les problèmes de pucerons cendrés du pommier, c'est très tôt. Donc grâce à ces mélanges fleuris qui fleurissent le plus tôt possible, parce qu'ils ont été installés depuis un moment, en amont en tout cas de la plantation, par exemple dans ce cas-là, eh bien, dans ces parcelles-là, l'insecticide après floraison n'est plus systématique. Donc voilà, après, il y a différents types de fleurs, mais déjà là, ça attire des prédateurs qu'on n'aurait pas normalement en verger, et là, qui ont un rôle très important sur la régulation des populations de pucerons. Donc voilà des exemples des plantes qui fleurissent tôt, le plus tôt possible, pour pouvoir avoir les auxiliaires le plus tôt possible, parce que si c'est en fleurs, en même temps que l'arrivée des pucerons, souvent, c'est trop tard en fait. Et après, on va dire, les auxiliaires, ils arrivent après la bataille. Bah oui, le temps... Voilà, le temps d'arriver, voilà. Si en plus les sites d'hivernage ou les sites de repos ils sont encore loin, évidemment ça explique. Donc la floraison estivale évidemment est importante, donc on voit des aménagements un peu comme ça. Et puis il y a aussi la floraison automnale, contre les pucerons d'automne par exemple. Voilà, ça peut être très important, notamment les cirfes ont un rôle très important, et les parasitoïdes aussi, dans la régulation des populations de pucerons d'automne. Mais là, il faut que ça soit prêt, ça veut dire que c'est un semis de fin de printemps par exemple. Voilà. Si ce sont des annuels, par exemple, comme le tournesol, le sarrasin ou la moutarde. Donc voilà quelques exemples de semis de fleurs. Dans les vignes aussi. Donc là, on est plutôt sur un mélange pérenne, un interrant sur 2, avec une forte auxiliaire, forte population d'auxiliaires. Et là, c'était en pépinière. Donc évidemment, il n'y avait rien du tout. Donc forcément, on pouvait faire que mieux. Mais on a mis des bandes fleuries un interrant sur 4. Et ça a explosé. Mais en fait, dès la première année des bandes fleuries, autant une haie, il faut attendre très longtemps. Autant, évidemment, les bandes fleuries, ça booste énormément la quantité d'auxiliaires. Et donc, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, même en bordure de betterave ou en bordure de lin textile, ou chose comme ça, quand on met des bandes fleuries, on peut avoir 10 œufs au mètre carré de chrysope à 10 mètres, 50 mètres, jusqu'à 100 mètres dans la parcelle. Donc voilà, ça booste, ça peut vraiment booster. C'est ce qu'on fait en lâcher, par exemple, quand on fait de la lutte biologique, on l'a fait les lâchers de chrysomes dans les serres, c'est 10 œufs au mètre carré. Voilà des exemples d'aménagement. Alors là, c'est de la facélie, on commence tout simple, il ne faut pas commencer, là je vous ai mis des mélanges fleuris qui coûtent très cher, donc on commence d'abord avec des mélanges pas trop chers, et après on verra. Il faut déjà se familiariser. Donc il y a différents types de mélanges. Là, il y a, à droite, c'est non-guesser, à gauche, phytosème. Donc, on tente différents mélanges, qu'est-ce qui est le plus adapté. Mais en tout cas, je travaille vraiment qu'avec des agriculteurs. Voilà, il faut voir, est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui est le plus adapté. Mais ils savent qu'il faut du temps. Et il y a le mélange muscari, par exemple, qui a été essayé aussi, je crois, dans la Marne, avec toi, Sylvain. Oui, celui-là qui va avec plein d'alices. Oui, c'est possible, mais là, c'est à un autre endroit. Mais vous avez fait aussi dans la Marne, il y a eu des essais de différents types de mélanges fleuris. Donc ça, c'est avec le partenaire Fédération départementale de la chasse. Avec, en plus, il y a le président de, de l'agglo de Vitry. Donc c'était dans une démarche de territoire. Et on avait mis des essais en place pour voir les différents mélanges fleuris. J'en profite, comme là, le temps passe, et je chope la parole. Donc, vous avez retenu, tout le monde est prêt à foutre des fleurs partout? A priori, hein. Moi, donc, la semaine de l'année prochaine, des fleurs, des petites, des grosses, de toutes les couleurs et de toutes les périodes. Pierre, qu'est-ce que tu as retenu, toi? Pas mieux que toi. Ah, bah, pas mieux. Ouais, mais toi, c'est en illustré, c'est avec un dessin. Fais-moi un beau dessin. Non? Ouais, ça arrive. C'est en train. La technique... Bon, sinon, on va commencer à choper des questions, en attendant que, s'il y a des questions pour Johanna, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a ?
Ouais, en haut, je monte. Oui, quand on fait un corridor écologique sur une exploitation assez groupée d'environ 150 hectares, est-ce que ça a un effet ou est-ce qu'il faut que ça soit vraiment... évidemment, ça serait mieux sur tout le territoire, mais déjà à l'échelle d'une exploitation, est-ce que ça a déjà une efficacité? C'est 150 hectares sur un seul tenant ou pas? Ouais, ça c'est le top, ça. Parce que alors là, vous pouvez, mais alors... Non, mais j'en ai vu des fermes qui sont aussi grandes et où il y a eu des aménagements à peu près tous les 200 mètres. Voilà. Après, c'est pas forcément des grosses bandes ou quoi que ce soit. Et puis après, on varie. Il y a des fois, c'est des îlots au milieu, ça va être des bosquets, ça peut être des haies, d'autres, ça va être des mélanges fleuris, d'autres en bordure, d'autres entre deux parcelles. Mais en fait, plus vous avez une mosaïque, on va dire, d'habitat, mieux c'est, parce que vous avez de la diversité un peu partout. Et c'était dans l'Aube, j'avais vu une ferme comme ça. Et effectivement, je suis allée début avril pour donner une formation. Et on était dans une parcelle de blé. Il est passé des centaines, je dirais des milliers de chrysopes qui venaient de sortir des sites d'hivernage, là, début avril. Mais partout, partout, partout. Et si en plus, il y a un peu de fleurs à ce moment-là, notamment du hoé, parce qu'en avril, c'est pas toujours évident d'avoir toujours un peu de fleurs, même à repasser toujours en fleurs. Et bien là, les chrysopes vont pouvoir pondre. Et elles vont pondre dans les parcelles. C'est pas... Voilà, elles peuvent pondre dans les parcelles. En tout cas, on le voit beaucoup mieux, évidemment, en culture pérenne, parce qu'annuel, ça tourne tellement que c'est plus difficile à observer, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, je l'ai vu dans ce cas-là. Ouais. Puis moi, je peux me permettre de dire des bêtises. On peut même en laisser un peu dans les champs des fleurs. Ça s'appelle des mauvaises herbes. Ça fleurit aussi, ce truc-là. C'est vrai, un petit peu comme ça. Ça fait des petits points relais. Voilà. Une question là. Bonjour, moi j'ai une petite question d'un point de vue technique. Comment vous mesurez la biodiversité juste au filet ou vous avez des protocoles un peu plus détaillés? Alors, il y a eu un protocole qui a été élaboré par le CASDAR Oxymore, par exemple, où justement il y a de l'observation. Alors, il y a plusieurs outils qui sont employés. C'est vrai, moi, je préfère l'observation parce qu'on est un peu plus exhaustif et ça t'oblige à regarder dans la parcelle. Après, on n'est pas obligé de regarder dans la bande fleurie. C'est ce que je dis aux agris. On sait que la bande fleurie, il y aura des auxiliaires dedans. Maintenant, on veut évaluer l'impact de ces aménagements sur la présence et même sur la quantité justement d'auxiliaires sur les cultures et est-ce que, évidemment, ça contrôle les bioagresseurs. Donc, on va regarder directement dans les parcelles et j'irai même le mieux, c'est d'aller le voir directement au centre de la parcelle. Si on n'est pas, évidemment, sur les parcelles, mais à 100 mètres, par exemple. Et en fait, on observe. C'est vrai que c'est le mieux, parce que ça nous permet aussi d'entretenir, de voir les différents stades aussi. Il y a les œufs, les larves. C'est vrai qu'on ne fait pas attention. On apprend à observer ça. Alors, c'est vrai que c'est dans le petit, mais ce n'est pas aussi petit que ce qu'on a vu ce matin de Marc-André. Donc là, je dirais c'est possible. Et c'est même possible, parce que j'ai formé des agriculteurs. Il y en a qui font eux-mêmes les suivis, via des fois un coordinateur. Donc c'est observation, et puis on peut utiliser un filet. Moi, je trouve que le filet, c'est bien parce que c'est assez exhaustif. On attrape ce qu'il y a à ce moment-là. Alors que sur les piégeages passifs, c'est souvent attractif, déjà, ça sélectionne des groupes. Et en plus, c'est à une période assez grande, donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont vraiment venus, etc. Donc pour faire les analyses, c'est un peu plus compliqué que quand on va directement au champ et qu'on regarde ce qui se passe concrètement. Et il y a un pot barbeur qui peut être installé dans le sol, voilà, pour collecter les carames, voilà, en plus. Oui, je reprends avec une question. On a tous des bords de champ. Est-ce qu'on peut s'en servir? Ah oui, pardon. Oui, non, mais effectivement, c'est super bien. Vous êtes situé dans la Marne? Dans l'Aube, mais c'est pareil. Non, mais pour moi, pour les plantes qui vont pousser, c'est un peu pareil. Et les insectes qu'on va trouver. Mais parce que moi, je suis en Normandie et c'est différent la végétation. Voilà.
Et donc, en fait, vous avez la chance d'être là-bas, d'être dans l'Aube ou dans la Marne. Et souvent, vous avez une flore, un potentiel encore plus intéressant, quoi. Voilà, alors, moi, j'ai vu des agriculteurs aussi dans la Marne qui faisaient ça, c'est-à-dire vous fauchez, exportez. C'est au bout de 3 ans qu'on voit une végétation qui se forme, qui est différente. C'est-à-dire qu'on va appauvrir le sol. Alors c'est vrai que ça peut vous paraître un peu bizarre pour vous, agriculteurs. Normalement, on enrichit le sol, on enrichit le sol. Non, là, on appauvrit, on fauche, on exporte. Pourquoi ? Parce que les plantes à fleurs préfèrent les sols pauvres. Donc, vous allez voir une autre forme qui va se mettre, notamment des fabacées, le lotier, des choses comme ça qui vont apparaître, de la vipérine, pas mal de choses. Et qui sont très intéressantes. Vous avez une richesse après d'insectes auxiliaires incroyable. Et surtout, il n'y a pas de risque de salissement. Parce que ces plantes-là, elles se plaient sur un sol pauvre. Donc, qu'est-ce que vont vous faire sur votre parcelle cultivée qui a un sol plus riche, normalement. Voilà. Donc, voilà, j'ai des retours d'agriculteurs qui font comme ça, même entre 2 parcelles. Et ils le disent, il n'y a pas de risque de salissement. Ça, c'est toujours aussi la crainte des agriculteurs. Et là, vous avez complément l'agro et l'écolo. Log, je vais pas aller jusqu'au bout. Faut arrêter de mettre de l'engrais sur les bords de chemin ou les bords de champ avec les épandeurs centrifuges. Parce que si on exporte, mais on remet, pour que le premier rayon de blé fait 100 quintaux, ça va être dur d'appauvrir le milieu quand même. Petit détail, mais ça c'est très important. Et pas de glypho, mais ça c'est à peu près acquis. On s'est rendu compte glypho égale brome, et on a tout perdu en biodive. Ça. En fait, on crée l'inverse. Ouais. Ouais. On crée que des problèmes. François ? Alors, il semblerait qu'une bande fleurie, si on ne considère que les auxiliaires, soit beaucoup plus efficace qu'une haie. Non, je me trompe. Disons que ou est-ce que le gradient des deux, s'il y en a? Voilà, il faut les deux, ça c'est sûr. Mais quand vous êtes sur un paysage où il n'y a rien eu comme haie, il faut replanter. Le temps que la haie soit fonctionnelle dans son intégralité, il faut plusieurs décennies. C'est-à-dire pour qu'elle devienne des gîtes, même pour des plus gros, parce qu'on n'a pas parlé des autres bioagresseurs type campagnol, par exemple. Ça, c'est le typique pour par exemple, des agriculteurs. Moi, j'en ai vu dans l'Aisne et tout ça, qui font de l'agriculture de conservation des sols. Donc forcément, ils ne perturbent pas le sol, mais alors les campagnols, ils sont contents. Et quels sont les prédateurs des campagnols ? Les rapaces, les renards, tout ça. Et s'il n'y a pas de haie, les renards, ils ne vont pas faire leur terrier au milieu de la parcelle. Et puis les rapaces, c'est pareil. Et donc souvent, par exemple, les faucons cresserelles, les chouettes chevêches, tout ça, c'est dans les arbres creux, en fait. Donc il faut que vos arbres, ils aient quand même un certain âge pour faire office de gîte pour les rapaces, pour beaucoup de rapaces. Et aussi les mésanges, qui sont très intéressantes contre les chenilles, ou aussi pour faire gîte aussi aux chauves-souris. Aux chauves-souris qui sont très intéressantes contre les noctuelles, contre les tordeuses. Il y a eu des études là-dessus. C'est 3000 insectes par nuit. Et alors beaucoup de moustiques. Donc ça, là, vous êtes contents aussi. Et des noctuelles, des tordeuses, enfin tout ça, quoi. Et puis François, il aime bien le miel. Et l'avantage des haies, ça te fait des fleurs pour les abeilles très tôt, au début de cycle. Et tes bandes fleuries, elles prennent le relais. Donc quand on dit biodiversité, il en faut dans tous les sens, dans tous les étages, et à toute période. Ça, quand on aime, on compte pas. Il y a des agriculteurs qui sont à fond. Mais bon, on commence doucement, de toute façon. Alors, si encore une dernière question, puis après on va passer à la table ronde. Ouais. Bonjour, est-ce que vous avez des éléments chiffrés pour le bénéfice pour les agriculteurs, sur le rendement ou sur des choses comme ça? Alors sur le rendement, c'est pas trop sur ça, c'est plutôt sur la population des bioagresseurs. Donc là, j'ai pas eu le temps de tout montrer, mais par exemple, je faisais une intervention comme ça dans un amphi, mais c'était que des agriculteurs et c'était dans la Beauce, donc que des agriculteurs beaucerons. Donc c'était pas mal. Et il y en a un qui me dit, on a des problèmes de trips sur oignons. Les insecticides ne fonctionnent pas. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Donc, moi, j'ai réfléchi sur le bout de table après. Et donc, justement, j'ai fait la liste des ennemis naturels du trips.
Et il y a les chrysopes, il y a des thrips prédateurs, il y a des punaises prédatrices, il y a des parasitoïdes aussi, mais il n'y a pas trop de biblio là-dessus. Mais quelles sont les plantes de service? Quelles sont leurs plantes qui les favorisent justement à toute cette liste d'ennemis naturels? Et après, l'agriculteur, il voulait que des annuels. Donc après, tu élagues encore et tu mets que des annuels. Donc il a mis des bandes fleuries d'annuels tous les 36 mètres dans sa culture d'oignons. Et donc, on est allé avec la coopérative agricole sur place. On a été regarder à peu près vers le 20 juin. Et donc, bon, évidemment, il y avait des auxiliaires dans les bandes fleuries. Donc, des bandes fleuries qui n'étaient pas épaisses. 1 mètre, ça peut vraiment aller. Bon, au départ, je pense que c'était 3 mètres. Mais ça, c'est un peu... Mais bon, après, tous les 36 mètres, on peut comprendre quand même. Et puis, en fait, on a regardé directement dans la culture d'oignons. Et les auxiliaires, ils étaient déjà là. Parce que les bandes fleuries, elles étaient en fleurs. Les auxiliaires étaient déjà là. Et quand les thrips, ils sont arrivés fin juin, début juillet, bah, ils se sont fait flinguer, en fait. Ils n'ont pas eu le temps. Parce que quand on est allé début août, il y a eu 0 dégâts. Il n'a pas fait d'insecticide. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc, pour être vraiment jusqu'au bout. Et on a été voir dans d'autres parcelles, que ce soit en bio ou en conventionnel, mais c'était griffé de partout. Donc, en fait, on va plutôt mesurer ça. Les dégâts, voir s'il y a eu des dégâts. Et sinon aussi, ce qu'on va mesurer en parallèle de l'augmentation de la biodiversité fonctionnelle avec des calculs d'indices, les indices de biodiversité, on va essayer de voir si en parallèle on a aussi la diminution des IFT. Mais on va plutôt, c'est nos indicateurs, c'est les IFT. Donc pour la pépinière par exemple, c'était ça. Donc diminuer vraiment les IFT, donc on a vu l'herbicide carrément moins. Et puis aussi les insecticides, parce qu'il avait plein de problèmes. Alors, des problèmes que genre personne ne connaissait. Mineuse du boulot. Et en fait, c'est plus réapparu. Donc il y a eu un effet, on ne sait pas forcément toujours lequel, parce que c'est tellement complexe et varié la biodiversité fonctionnelle qu'il s'est passé un truc, mais lequel? Et en fait, en tout cas, voilà, on a moins de dégâts. Et ce pépiniériste qui, à la base, a dit de moi que j'étais bobo écolo, hein, que c'est n'importe quoi, a quand même essayé. Et maintenant, il est à fond dedans, il y a des gens qui font des visites et tout ça. Donc voilà, c'est que ça doit fonctionner quand même. Voilà. J'en doute pas. Merci, Johanna.